Bonsoir. Parmi les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal, des prix qui flambent à la pompe. On atteint de nouveau des records. Les consommateurs voient leur pouvoir d'achat baisser et les professionnels du transport ont des problèmes de trésorerie. De la crise économique, il sera également question demain lors du mouvement européen de grève lancé à l'appel de 5 confédérations syndicales. Pas de rassemblement unitaire dans le Puy-de-Dôme, mais des actions diverses. Christine Perret est l'invitée de ce journal. Elle a dirigé pendant 17 ans le comité départemental de la Ligue contre le cancer. Elle dresse le bilan d'une action tournée vers une meilleure prise en charge des malades. Un niveau quasi historique. Le prix de l'essence a encore augmenté et selon le ministère du Développement durable, on est proche des records enregistrés en 2008 pour le gasoil. Deux explications majeures à cette flambée. D'un côté, les tensions géopolitiques dans les pays producteurs. De l'autre, l'affaiblissement de l'euro face au dollar. Au final, la facture du plein s'alourdit et les particuliers comme les entreprises de transport ont du mal à faire face. Illustration dans le Puy-de-Dôme, Romain Duché, Julien Velay. Les regards se font de plus en plus inquiets face aux euros qui défilent à la pompe. Impossible aujourd'hui de faire le plein à moins de 50 €. Face à cette flambée des prix des carburants, les automobilistes auvergnats s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat. On prend du gasoil, hein. Mais bon, à 1,50 €, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu des prix comme ça, quoi. Enfin, c'est dramatique. Eh ben, tout augmente, quoi. Tout, sauf les salaires, voilà. Donc, on se demande les gens qui sont au SMIC comment ils font pour s'en sortir. C'est aux politiques, là, de jouer. Peut-être de jouer sur les taxes de l'État qui sont peut-être un peu trop élevées. Dans certaines stations, le litre d'essence dépasse le 1,70 €. Chacun sa solution pour éviter de payer trop cher. Je me sers dans cette station et non pas dans le petit village le plus proche vers lequel j'habite, parce que dans le petit village, l'essence est à 1,640 et là, c'est 1,56. J'évite de prendre la voiture le plus souvent que je peux, quoi. Je prends vraiment par nécessité, pas pour rien. Les entreprises de transport routier, elles aussi, commencent à trouver la facture salée. Dans cette société de Sébaza, qui possède une centaine de poids lourds, le carburant représente un tiers des dépenses annuelles. Rien que 10 centimes de plus par litre et c'est 300 000 € supplémentaires à payer. La progression de plus de 3% ce mois-ci du coût du carburant nous permet de rejoindre des niveaux historiques, puisque le coût du carburant au mois de février a été en moyenne de l'ordre de 1,19,70 €, donc pratiquement 1,20 €, ce que l'on n'avait jamais connu. Une chose est sûre, les Auvergnats, comme le reste des Français, vont avoir du mal à se passer de carburant. La France consomme 33 millions de tonnes de gasoil par an, un chiffre en constante augmentation depuis 20 ans. Une mobilisation pour l'emploi et la justice sociale. 5 confédérations syndicales lancent un appel à la grève pour demain dans le cadre d'un mouvement européen. Nous serons à la veille du Conseil européen du 1er mars. 160 rassemblements sont prévus en France demain, mais dans le Puy-de-Dôme, ce sera chacun de son côté. Les explications de Catherine Lopez. 5 syndicats qui appellent mercredi les salariés à une mobilisation nationale. Mais dans le Puy-de-Dôme, pas de manifestation unitaire. Les syndicats départementaux ne sont pas parvenus à un accord. Des divergences sur les modalités d'action que le syndicat UNSA regrette. Nous sommes en période préélectorale, ce qui n'est pas toujours facile pour une mobilisation, effectivement. Donc on peut un petit peu déplorer ce manque d'unité. Bon, nous souhaitons que dans l'avenir, les syndicats arrivent à se retrouver, notamment après les élections, parce que je pense que là, nous aurons beaucoup à faire en matière d'action sociale. L'UNSA et la CFDT tracteront dans les entreprises, tandis que la CGT lance un appel au débrayage ou à la grève dans certains secteurs. Seront touchés la SNCF, EDF-GDF, la Banque de France, la Poste et l'AIA. Un seul mot d'ordre, une Europe sociale fondée sur la solidarité, la justice et la cohésion sociale. Un thème qui sera abordé par la CGT lors d'un meeting syndical. Lors d'un meeting interprofessionnel, après cette journée d'action, à partir de 18 h à la Maison du Peuple, où nous invitons le public à y participer, et nous avons invité également les élus ou les candidats aux élections législatives qui sont à même de porter des programmes politiques, et on aimerait bien que nos revendications pèsent et soient prises en compte à ces occasions, à ces échéances électorales. Grosse inconnue demain, la participation des salariés à ces différents mouvements d'action. Les syndicats rappellent qu'il n'est jamais simple de mobiliser en période préélectorale.
Les conséquences directes de la grève, de fortes perturbations sur le trafic ferroviaire, et ce dès ce soir et jusqu'à jeudi 1er mars 8h. Un train sur 2 est prévu sur le Paris-Clermont et 3 trains sur 4 sur le Paris-Nevers. Les prévisions sont disponibles par téléphone au numéro vert qui s'affiche sur votre écran, le 0805 90 36 35. Nous sommes à moins de 8 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. L'intérêt des citoyens pour la campagne est pour le moins variable. Certains ne croient plus en la politique, quel que soit le président élu. D'autres, au contraire, se passionnent pour les joutes verbales entre candidats. Le reportage à Chamalières de Karine Albertazzi. Nicolas Sarkozy, François Hollande ou encore Marine Le Pen, une chose est sûre pour les électeurs rencontrés sur le marché de Chamalières, les candidats à la présidentielle sont tous dans le même panier à salade. Je crois que ça ne va pas changer grand-chose, que ce soit l'un ou l'autre. Ces messieurs font des belles promesses qui ne tiennent jamais. J'en pense que blanc bonnet, bonnet blanc, c'est exactement la même chose. Depuis le temps qu'on en parle, ça commence vraiment à être fatigant. Peu d'indifférence pourtant, pour faire son choix, chacun sa recette, éplucher les programmes ou regarder les débats télévisés. Ça ne me passionne pas à un certain point de vue, mais à une autre vue, eh bien, ça m'occupe de regarder. J'essaye de suivre la campagne au plus. Que ce soit tous les candidats, j'essaye de savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire pour la France, pour plus tard. C'est très important pour nous. Cette année, c'est une grande année pour nous, c'est une grande année. Selon un sondage IFOP publié aujourd'hui, 62% des Français auraient déjà fait leur choix pour le premier tour de la présidentielle. Vous savez pour qui vous allez voter ? Oui, pour Sarko. Je ne vois pas Hollande de faire quelque chose de bien. De toute façon, c'est que les socialistes, c'est toujours pareil, du social. Et le social, c'est le Français moyen qui le paye. Je vais voter pour le Front de Gauche, Mélenchon, donc, parce que j'estime que c'est leurs propositions qui laissent entrevoir le plus d'espoir pour régler les problèmes de la société actuelle. Les plus hésitants ont encore 55 jours pour se décider. Christine Perret est l'invitée de ce journal. Bonsoir. Vous venez de passer la main, Christine Perret, au comité départemental de la Ligue contre le cancer que vous dirigiez depuis 1995 et où vous travaillez depuis 30 ans. Quelles ont été vos priorités pendant toutes ces années au comité départemental du Puy-de-Dôme ? J'ai eu la chance en fait de travailler dans une association qui a énormément évolué, surtout sur le plan de la prise en compte du parcours des malades, et ça a été extrêmement motivant. Alors comment est-ce que ça a évolué justement ce parcours des malades et cette aide prodiguée aux malades ? Alors en fait, ce qui a été très déterminant, ça a été les états généraux des malades organisés par la Ligue en 98, 2000 et 2004, oui, et qui en fait ont beaucoup inspiré le plan cancer, et notre comité dans le Puy-de-Dôme s'est inscrit vraiment dans toutes les priorités pour aider les établissements, participer avec les établissements à une meilleure écoute, à une meilleure information, une meilleure prise en compte de tout ce parcours difficile. À la fois en termes d'équipement technique, d'équipement de pointe, mais aussi sur un volet plus psychologique. Vous me disiez, voilà, vous travaillez à la création de postes de psychologues, par exemple ? Par exemple, exactement. Alors, dans nos missions, effectivement, nous avons le soutien à la recherche que nous avons toujours fait. Mais l'axe principal, c'est les actions en faveur des malades qui, effectivement, comprennent le cofinancement d'équipements, de dépistage, de traitement. Ça, nous l'avons toujours fait. Mais l'aspect disons d'écoute, de meilleur confort. Nous l'avons vraiment pris à bras le corps. Nous avons participé à la création de postes de psychologues, de sophrologues, de socio-esthéticiennes. Nous avons au comité organisé des écoutes. Nous avons prodigué aussi nous avons apporté du matériel de confort, de lutte contre la douleur, toutes ces choses. Il y a un moment important aussi, c'est la consultation d'annonce du médecin vis-à-vis du malade. Et vous avez aussi aidé à ce qu'on prenne quelques précautions dans ce moment clé. Voilà, tout à fait. Ça a été un grand chantier de la Ligue
Ligue en général et que nous avons donc relayé dans le Puy-de-Dôme. Oui. Parce qu'en fait, effectivement, lors des états généraux, les malades ont pu nous dire qu'ils se sentaient bien soignés. Effectivement, il y a quand même une haute technicité pour les soins depuis très longtemps, mais ils ne se sentaient pas vraiment pris en compte en tant que personne. Et donc, notamment au moment de l'annonce, qui est un moment brutal, qui est un cataclysme, et qui demande du temps, qui demande des explications, qui demande de revenir. Et alors que souvent, c'était fait peut-être un petit peu à la va-vite, même parfois au téléphone. Et c'est à ce moment-là quand même que tout va se décider, et il fallait prendre ce temps. Alors, le budget du comité du Puy-de-Dôme tourne aux alentours d'1,2 million à 1,5 million d'euros. Les fonds viennent des donateurs ? Exclusivement des donateurs, et les habitants du Puy-de-Dôme sont généreux. Le comité fonctionne aussi évidemment grâce à des bénévoles qui sont nombreux dans le département. Très nombreux. Nous avons la chance vraiment d'avoir un potentiel extraordinaire de gens qui s'investissent, et je leur rends vraiment hommage parce qu'on n'aurait pas pu faire tout ce que nous avons fait sans eux. Alors c'est Madame Sozo qui vous succède depuis le 1er janvier. Quels sont les objectifs du comité pour l'année à venir? Vous avez notamment au moment de votre passage de relais, travailler sur l'espace après-cancer à Clermont. Oui, tout à fait, qui donc est pris en relais par Madame Sozo et l'animatrice Madame Gardette. Oui, puisque le constat était fait qu'à la fin des soins, beaucoup de malades se sentaient un peu perdus, abandonnés, et nous avons eu l'idée, comme d'autres endroits en France, de créer un lieu où ils pourraient à la fois se retrouver, non pas pour parler de la maladie, la laisser derrière, mais reprendre pied grâce à des activités de détente, de création, et puis des conseils. C'est une sorte de transition finalement. Tout à fait, tout à fait. Merci Christine Perret d'avoir répondu à nos questions. En sport, le coup de gueule de l'entraîneur du Clermont Foot Auvergne qui fait polémique. Michel Derzakarian s'est lâché après le match nul contre Nantes vendredi dernier. Privé de banc de touche pour 6 rencontres, il prend place en tribune et semble avoir du mal à supporter ce qu'il entend. S'il déplore l'exigence du public, les supporters, eux, regrettent parfois le désintérêt des joueurs à leur égard. Philippe Robert. Les gens à Clermont, ils n'aiment pas le foot. Voilà. Ça me dégoûte, quoi. L'entraîneur du Clermont Foot est excédé. Son équipe joue dans un stade à moitié vide et le public présent ne s'enthousiasme guère. Sa réaction est donc légitime pour les clubs de supporters. On est 100% d'accord avec lui. À Clermont, il y a un réel problème de supporterisme. On pense que c'est un public de spectateurs qui vient au Montpied, et c'est quelque chose qu'il faudra un peu modifier dans les années à venir. Ce qu'il a voulu dire, bon, c'est la vérité. À Clermont, ça ne bouge pas trop, mais pour moi, le stade Montpied, c'est un volcan endormi. Un volcan endormi qui ne demande qu'à se réveiller, car le public auvergnat est capable de se transcender. Il n'y a qu'au rugby où on entend beaucoup de chants et beaucoup de supporters qui se sentent vraiment concernés, quoi. Au foot, ils viennent pour regarder, et après, pas spécialement pour crier, chanter et être derrière l'équipe. J'aimerais bien que ça soit un peu plus enjoué, comme j'ai pu aller voir d'autres matchs, par exemple à Lyon. Et c'est vrai que c'est une autre ambiance là. Je trouve que les spectateurs sont parfois un peu endormis. Certains supporters évoquant comme explication un désamour entre les joueurs et une partie du public. En déplacement, il y a 1, 2, toujours les mêmes, je ne citerai pas les noms, qui viennent nous saluer au bord de la grille. Les autres ne daignent même pas traverser la moitié du terrain pour nous saluer, alors que nous avons encore toute une nuit pour rentrer chez nous. Même constat du côté des Bad Wizards qui, comme l'entraîneur, appelle à la mobilisation. Car le Clermont Foot a une très belle carte à jouer. L'équipe est dans les 3 premières depuis la 4e journée et est plus que jamais en course pour l'accession en Ligue 1. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les prévisions météo. Rendez-vous demain à 12h30 et 18h30 pour nos 2 éditions d'information. Très belle soirée. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.